Il est 8h11 sur studiocalita.com. J'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio, c'est-à-dire par téléphone, notre ami le professeur Shmuel Trigano. Shmuel Trigano, shalom, Boker Tov. Shalom. Alors, je rappelle que vous êtes sociologue, philosophe, professeur émérite des universités et que désormais vous êtes installé en Israël. Vous avez fait votre Aliyah et qu'en Israël, vous avez cofondé avec Max Benamou l'association Dialoga. Alors, nous allons parler de cette association qui organise dimanche et lundi un colloque qui est le premier colloque des universitaires francophones en Israël, des intellectuels francophones en Israël. Nous allons en reparler dans la seconde partie de cet entretien, mais je voudrais, comme le veut la tradition désormais avec l'invité de la rédaction de Studio Calita, parler un peu de l'actualité avec vous. Je suppose que vous êtes bien entendu, vous vous tenez au courant des développements de l'actualité en Israël et en particulier de cette visite, on va dire, assez problématique qui prend des tournures un peu chaotiques de Donald Trump en Israël, en tout cas les préparatifs de cette visite avec toutes les affaires et les couacs, les bévues autour de ces préparatifs de cette visite. Qu'est-ce que vous inspire le comportement du président américain au cours des derniers jours, ses déclarations probables sur le fait qu'il ne transférera pas l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, sur le statut du Kotel Amaravi, du mur occidental, sur sa tendance à divulguer certains secrets fournis par les Israéliens, et ses changements de programme, tout cela, qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, si d'abord on a pu il y a quelques mois se réjouir de sa victoire contre la doxa ambiante, Trump apparaît comme un personnage inquiétant parce qu'il est imprévisible. Et donc tout est possible comme rien également. Et je crains qu'on ait placé trop d'espoir dans sa visite ou dans sa reconnaissance d'Israël. Il me semble qu'il y a eu des illusions qui ont été cultivées et que le désenchantement risque d'être puissant. Mais depuis cette fameuse déclaration sur le Kotel Amaravi qui se trouverait en dehors du territoire israélien, il y a eu aussi la déclaration de Nikki Haley, la représentante américaine au Conseil de sécurité, qui assurait du contraire. Finalement, malgré une manifestation extrêmement tonitruante, peut-être que Trump, finalement, en dernier recours, restera dans la ligne précédente. C'est ce qu'on a vu avec l'OTAN, c'est ce qu'on voit dans beaucoup de situations, des déclarations tonitruantes, puis une marche arrière. Voilà. Alors, si vous étiez Binyamin Netanyahou, à 3 jours de l'arrivée de Donald Trump, est-ce que vous iriez vous jeter d'une certaine manière dans les bras du président américain en essayant peut-être, en faisant des concessions pour relancer le processus de paix entre Israéliens et Palestiniens? Est-ce que finalement le fait que le Donald Trump qui arrive la semaine prochaine en Israël est quelque peu, il faut l'avouer, affaibli par rapport à ce qui se passe actuellement aux États-Unis et la démarche entamée ces derniers jours, l'enquête qui le concerne, est-ce que finalement on peut jouer ses billes sur le président américain pour relancer le processus? La voix du président américain est un élément important de la situation stratégique. Néanmoins, je crois qu'Israël devrait d'abord prendre une décision sur sa volonté. Vous avez parlé du processus de paix. Je suis vraiment très perplexe sur cette expression qui nous trompe depuis de nombreuses années, parce qu'en fait, les accords d'Oslo se sont révélés être une impasse. C'est d'ailleurs un cas absolument unique dans l'histoire des relations internationales. Donc en fait, le problème, c'est le rapport d'Israël à lui-même, ce qu'il veut véritablement, et en fonction de cette décision, le rapport circonstanciel aux événements, à la situation, au rapport des forces, etc. Je pense que la société israélienne, ça fait 50 ans que la guerre des 6 jours a eu lieu. Ça a ouvert une nouvelle ère. Mais la société israélienne est restée en suspens. Il y a d'abord en elle une grande division entre deux visions des choses, deux visions de l'avenir. Il faudrait qu'une décision soit prise une fois pour toutes et s'en tenir, et justement à partir de là, comme un roc,
mener une politique et une diplomatie. Oui, vous le savez, les protocoles des cabinets, des réunions du cabinet restreint pour la sécurité nationale de mai-juin 67 ont été rendus publics hier et on a pu pour la première fois consulter sur les réflexions, en tout cas les hésitations, la problématique posée à la fois par cette période d'attente dont on se souvient tous avant la guerre des 6 jours, la décision d'attaquer, de prendre l'initiative d'attaquer, et puis finalement les résultats de cette guerre des 6 jours avec l'occupation, la libération de la Judée, de la Samarie, qui a tout de suite semblé poser un problème à certains ministres du gouvernement d'union nationale de l'époque. On voit finalement que même à l'époque, ils étaient dans une situation problématique. Ils ne savaient pas véritablement que faire de ces territoires. Et on a le sentiment aujourd'hui, 50 ans plus tard, et peut-être souvent face à l'adversité des Palestiniens, on ne sait toujours pas comment gérer ces territoires. Oui, vous avez absolument raison. En fait, ce qui est fascinant, c'est de voir comment le leadership israélien à l'époque de la guerre des 6 jours a réagi. Pour moi, il y a une image qui me hante et qui est source de grande inspiration, si j'ose dire, lorsque Moshe Dayan, le vainqueur de la guerre, a remis les clés du mont du Temple au Waqf. Oui, il a refusé de les prendre, en fait. Écoutez, c'est une démission sur le plan de l'identité juive, sur le plan de sa capacité, sa volonté politique d'assumer sa condition de sujet souverain. Mais dans les débats au cabinet ministériel, comme on l'a pris effectivement, le doute était très grand. Les religieux présents, le Parti national religieux, avait même proposé de donner un statut international à la ville de Jérusalem. Or, si vous voulez, ces précautions vis-à-vis du mont du Temple, de Jérusalem, etc., se sont avérées infondées parce que, regardez, le fait d'avoir remis les clés au Waqf a ouvert la porte à la stratégie de l'islamisme israélien qui utilise justement cette enclave pour retourner la situation. Et là, je crois que Israël il y a une question fondamentale qui est posée à Israël sur le plan de son identité spirituelle, son identité politique. Alors justement, ça me conduit à vous poser une question sur un événement qui s'est produit pas plus tard qu'hier à l'Université hébraïque de Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le remarquer. À l'Université hébraïque de Jérusalem, dans le cadre de la remise des diplômes aux lauréats des sciences sociales de l'université, eh bien, il a été décidé de ne pas entonner la Hatikva à l'issue de la cérémonie pour une simple et bonne raison, une simple et peut-être mauvaise raison, tout simplement parce que parmi les lauréats, il y avait des Arabes israéliens et que la direction de l'Université hébraïque de Jérusalem ne voulait pas les embarrasser, a-t-elle dit. Alors, comment vous réagissez à ce déroulement qui a suscité beaucoup de colère de la part de Binyamin Netanyahou, de Naftali Bennett? On a parlé Je voudrais d'abord préciser que je ne suis pas un Olé Hadash. J'ai fait mon aléa il y a 40 ans et je suis diplômé de l'université hébraïque. Donc vous connaissez bien. Et donc, si vous voulez, je trouve d'abord que par rapport à cette époque, il y a une évolution catastrophique. On est dans l'univers du postmodernisme, du multiculturalisme, que j'ai bien étudié par ailleurs dans un livre qui s'appelle La nouvelle idéologie dominante, le postmodernisme. Et je crois qu'il y a là une démission nationale catastrophique. C'est la même d'ailleurs des situations semblables en Europe. En France, on chante toujours la Marseillaise. On la chante beaucoup plus d'ailleurs depuis les attentats. On la chante beaucoup plus parce qu'en fait, mais dans cette Marseillaise, il y a des fleuves de sang qui coulent également, et pourtant elle est chantée, si vous voulez. Et je crois que il y a dans tout pays, dans tout État démocratique et tout État-nation, il y a une identité nationale. Autour de cette identité nationale se greffent des familles marginales, des communautés, comme on dit aujourd'hui en France. Les Juifs en sont une dans la diaspora. Eh bien, il doit en être de même en Israël, dans l'État-nation d'Israël. C'est un État qui a une histoire, une identité historique qu'il faut assumer, qu'il faut défendre, qui veut s'y joindre est libre. Sinon, la porte est ouverte. Si vous voulez, c'est vraiment une vérité de base que l'Europe doit découvrir. Lorsqu'on fait partie d'un pays, eh bien, on s'aligne sur l'identité centrale, on se ménage à soi-même
un univers, il y a une liberté pour le faire, mais on n'interdit pas le seul lieu où la position d'une telle identité est possible. Vous ne pouvez pas être français en Chine, mais si vous ne pouvez pas être israélien en Israël, où le serez-vous? Et donc, si vous voulez, il y a là un problème de fond auquel sont confrontées toutes les démocraties contemporaines et qui empire de jour en jour. Oui, alors quand j'entends des discussions sur le fait que la loi, le Chok HaLeom, la loi sur la nation, serait raciste, là, je crois qu'on a perdu la boule, tout simplement. On a perdu la boule. Alors justement, ça nous amène au colloque que vous avez organisé, que vous organisez dimanche et lundi à Tel Aviv. Vous allez nous donner les détails à la fin de cette conversation. Un colloque qui est organisé donc par l'association que vous avez créée avec Max Benamou, qui s'appelle Dialoga, et qui se veut être un forum de dialogue entre Israéliens, on va dire, et francophones d'Israël, Israéliens de souche et francophones d'Israël. Vous aviez déjà publié il y a quelques mois le résultat d'une enquête qui montrait que l'image qu'avaient les Israéliens, on va dire les Sabras des Olim Hadashim de France, n'était pas toujours obligatoirement une image particulièrement favorable. Alors là, quel est le thème central du colloque que vous organisez dimanche et lundi et quel est son objectif ? Alors, l'objectif de Dialogia, c'est de créer un pont intellectuel, justement, entre cet univers francophone et la société et l'identité israélienne. Et il nous a semblé très important de rassembler les forces intellectuelles israéliennes, mais celles qui, en fait, s'inscrivent dans une généalogie, dans une lignée. C'est-à-dire de cette pensée qui s'est développée en France au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et qui a vu une floraison importante d'auteurs, de livres, de mouvances intellectuelles et qu'on a appelé l'école de Paris. Oui. C'est Lévinas, en fait, qui, par une boutade, avait nommé ce courant l'école de Paris à l'image des peintres juifs qui s'étaient retrouvés à Paris au lendemain, au début du XXe siècle. Et donc, rassembler ces forces, tenter de faire le point sur cet héritage, qui est la vocation du premier soir du colloque, et le lendemain, essayer de chercher de quelle façon cette mouvance intellectuelle pourrait contribuer et plus devenir un acteur à la scène, sur la scène culturelle et intellectuelle israélienne. C'est pourquoi le colloque s'intitule De Jérusalem, d'Auschwitz à Jérusalem. Auschwitz, en fait, ça a été le défi fondateur de cette école, qui a trouvé le courage, au lendemain de cet effondrement, de dire « je suis, j'existe ». Inéni, c'est une fameuse parole d'Abraham qui a été reprise par André Neher, par tel et tel auteur, etc. Dire la capacité de dire « me voici » au lendemain de cette catastrophe. Mais aujourd'hui, notre regard va... Pardon. Oui, aujourd'hui, on est on va dire, on est peut-être dans une autre constellation, mais pour nous résumer, quelle est votre impression personnelle, vous, sur la possibilité de contribution des intellectuels francophones à la société israélienne elle-même ? Je suis d'abord obligé d'y croire, ne serait-ce que par ma propre expérience personnelle. Moi, j'ai le sentiment d'avoir apporté quelque chose qui n'était pas évident au départ dans l'intelligentsia juive française de cette école. Moi et peut-être le regretté Raphaël Drahi, justement un apport concernant une réflexion beaucoup plus orientée sur la dimension politique, constitutionnelle, sur la cité. Mais là, vous parlez plutôt de la France. Je parle là d'Israël. Ce colloque va se tenir à Tel Aviv. Et quelle est, à votre avis, la contribution je pense par exemple au fait que, par exemple, la pensée de Manitou, lorsqu'il l'a émise il y a de cela 30 ans, 20 ans, lorsqu'il est arrivé en Israël au lendemain de la guerre des 6 jours, eh bien, elle n'a pas dépassé, on va dire, le cadre de la communauté francophone d'Israël, alors qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, elle est suivie par de nombreux cercles dans la société israélienne, parmi des Israéliens, des intellectuels israéliens qui s'intéressent à cette réflexion. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'il y a des universitaires, peut-être vous, peut-être d'autres, qui ont la capacité de faire passer un message qui est bien spécifique à la communauté francophone dans la réalité israélienne? Je le pense, bien sûr. Il y a dans toute cette pensée, il y a une vision d'Israël. Cette vision peut-être connaît un entrechoc avec la réalité israélienne. Et c'est très productif, c'est très créateur de ce point de vue-là. Et en fait, si vous voulez, vous avez évoqué le cas de Manitou, c'est aussi dû au fait qu'il y a une fondation qui s'est dédiée à la propagation de sa pensée, qui a même édité des livres posthumes à partir de ses conférences. Il n'y a aucune institution de ce type-là pour l'ensemble de ce projet. Le problème, c'est que, en fait, le profil de la pensée juive française ne trouve pas sa case en Israël. En Israël, l'intelligence ou la créativité intellectuelle est partagée en deux pôles. D'un côté, vous avez l'université, de l'autre, vous avez la yeshiva ou le rabbinat. Or, la pensée juive française s'est déployée entre ces deux pôles. Et donc, elle a une capacité de fédérer des méthodes tout à fait opposées, tout à voir ennemies. Et je pense que ça, vous savez, j'ai découvert ça, moi, en étant étudiant à l'université hébraïque, justement, où j'ai vu une sorte de divorce intérieur. Il y avait, par exemple, histoire juive, histoire, philosophie juive, philosophie. C'est-à-dire un partage tout à fait étonnant quand on venait de France, où on avait tendance à rassembler plutôt qu'à cloisonner. Mais oui, tout à fait. Et donc, en fait, nous n'avons pas trouvé notre place ni dans l'intelligentsia, ni sur le plan éditorial. Et par conséquent, c'est cette place qu'il faut créer, qu'il faut absolument créer. Elle n'a pas un sens uniquement... Et c'est donc l'objectif de Dialoga ? Exactement. C'est exactement ça. C'est justement d'arriver à construire ce lieu en termes hébraïques, ce lieu qui n'existe pas, mais qui pourrait avoir un bénéfice considérable pour le débat israélien et pour, justement, je dirais, par rapport à ce dont nous avons parlé, l'acclimatation bon enfant de la dimension judaïque dans la société israélienne. Je crois que c'est un enjeu capital justement pour la continuité d'Israël. Alors, vous allez nous dire en quelques instants qui sont les principaux intervenants dans ce colloque et puis où va-t-il se tenir, à quelles heures de la journée de dimanche et de lundi se tiendra donc ce premier colloque des intellectuels francophones d'Israël. Alors, je lis l'ordre d'entrée. Francine Kaufmann, Lucien Gilles Benguigui, Betty Reutemann, David Bannon, Thierry Alcoloum, Michael Ben Admon, Eliakim Simsovic. Il y aura Ronnie Klein, Shmuel Vigoda, Yehuda Morali, le rabbin Uri Cherki. Et en ouverture, pour nous présenter un tour d'horizon de la pensée française, l'écrivain, le journaliste Roger Paul Droit, qui se trouve en Israël actuellement. Donc en fait un tableau vraiment large de la situation. Le premier soir, c'est ce dimanche 21, entre 18h et 22h. Là, c'est le bilan justement du passé et il y aura une traduction simultanée en hébreu. Ça aura lieu à Beit Zioneh America au 26 Rehov Ibn Gvirol à Tel Aviv. Et le lendemain, de 9h30 à 18h, au même endroit, là, c'est justement la séance tournée vers l'horizon de Jérusalem. Eh bien, Shmuel Trigano, merci d'avoir été notre invité ce matin sur studiocalita.com à l'occasion de l'organisation donc de ce colloque, premier colloque des intellectuels francophones en Israël. Bonne chance pour votre association. Merci. Et Shabbat Shalom, à bientôt. Shabbat Shalom.